Mes chers collègues, nous allons maintenant passer à l'examen de la proposition de loi constitutionnelle visant à faire de l'accès à l'eau un droit inaliénable. Le rapporteur de cette proposition de loi est M. Bastien Lachaud pour la France Insoumise. Monsieur Bastien Lachaud, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, donc je vous remercie de m'accueillir à la Commission des lois pour rapporter cette proposition de loi constitutionnelle dont je suis l'un des auteurs avec Jean-Hugues Grattenon et l'ensemble des membres du groupe de la France Insoumise. Cette proposition est issue d'un terrible constat sur l'accès à l'eau, en France et dans le monde. Dans le monde, selon l'OMS, 3,5 milliards de personnes boivent une eau dangereuse pour leur santé. 6 millions de personnes, dont 2 millions d'enfants, meurent chaque année du fait de la mauvaise qualité de l'eau et du manque d'assainissement. Cela représente un enfant toutes les 20 secondes. En conséquence, les institutions internationales ont pris des résolutions afin de garantir le droit d'accès à l'eau courante potable. Depuis 2010, ce droit s'incarne dans une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui reconnaît l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit fondamental, je cite, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits humains. Mais cette résolution, malgré sa portée morale, n'est pas contraignante pour les États ou les entreprises. La France a approuvé cette résolution, mais à l'heure actuelle, le droit français n'est pas suffisamment contraignant pour garantir l'effectivité réelle du droit à l'eau. La majorité parlementaire nous invite à être pragmatiques, soyons-le. Si les textes actuels sont insuffisants pour garantir l'effectivité de ce droit que la France a approuvé, il faut donc les renforcer. C'est l'objet de cette proposition de loi, mettre en conformité le droit français avec le droit international, de façon à ce que le droit à l'eau soit réellement effectif. Car les graves défaillances des services publics de distribution de l'eau potable et d'assainissement ne concernent pas exclusivement les pays les plus pauvres. En France, les Outre-mer sont particulièrement touchés. Près de 25% des logements ne sont pas desservis en eau dans certains secteurs. Le rendement des réseaux y est seulement de 53% contre 80% en métropole. Ces inégalités dans le territoire français sont insupportables et manifestement le droit actuel n'est pas suffisamment contraignant pour les empêcher. Or, est-il encore besoin de le rappeler, l'eau est indispensable à la vie humaine. Nul ne peut se passer d'eau pour sa vie, pour son alimentation et pour son hygiène, et donc pour sa dignité. Nous ne parlons pas là de petits sujets, mais du cœur des principes fondamentaux de notre République. Quelle liberté pour celui ou celle qui, assoiffé, cherche un point d'eau des heures durant. Quelle égalité quand on sait que le service public ne dessert pas l'ensemble des citoyens, que certains n'ont pas du tout d'accès, ou que les habitants de Seine-Saint-Denis, par exemple, payent une eau plus chère que celle de Paris, alors qu'ils ont globalement moins de moyens. Quelle fraternité quand on sait qu'il faut payer pour un bien commun aussi fondamental que l'eau, sans compter qu'évidemment, ces difficultés constituent des freins au développement social, économique et sanitaire et à la préservation de l'environnement. Le fondement juridique du droit à l'eau potable est international. Le droit européen n'est aucunement incompatible avec un service public exclusif de l'eau. La Slovénie, en 2016, est d'ailleurs le premier pays de l'Union européenne à inscrire le droit d'accès à l'eau dans sa constitution. La France, traditionnel pays des droits de l'homme, serait bien inspirée de l'imiter, car la toute première phrase de la Déclaration des droits de l'homme commence par la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables. Or, l'accès à l'eau est une condition sine qua non de la dignité humaine. Comment peut-on vouloir le résultat sans en vouloir réellement les moyens ? Si bien que notre proposition de loi n'est pas seulement une mise en conformité du droit français avec le droit international, c'est surtout une mise en conformité du droit français avec ses principes fondamentaux inscrits sur les murs de toutes nos mairies. L'enjeu est capital. Il n'est pas question ici de vagues mesures symboliques, mais de l'effectivité des droits humains. Voilà pourquoi la France Insoumise en a fait l'un des points de son programme, l'avenir en commun, et pourquoi notre groupe parlementaire a décidé d'inscrire cette proposition de loi constitutionnelle à l'ordre du jour de sa première journée réservée dans la mandature. Nous avons donc choisi d'inscrire ce droit dans la Constitution française, et plus précisément dans la Charte de l'environnement qui lui est adossée, car la législation ordinaire, trop faible, ne confère réellement pas un caractère universel à son accès. Les faits démontrent le contraire. Je rappelle que l'article L210-1 du Code de l'environnement prévoit bien que chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans les conditions économiquement acceptables par tous. Mais les modalités de mise en œuvre effective de ce droit n'ont jamais été réellement définies. En choisissant la norme suprême, nous entendons bien garantir l'effectivité de ce droit, afin qu'il soit un droit subjectif, invocable par tout individu. Je déduis deux conséquences de ces principes, qui sont, je n'en doute pas, unanimement partagées pour nous. La première est que la quantité d'eau indispensable à la vie et à la dignité humaine doit impérativement être gratuite et libre d'accès, soit à la maison, soit par des fontaines publiques. Il n'y a pas à chipoter sur le pourquoi du comment, c'est une question de principe. Si l'eau est indispensable à la dignité et que la France reconnaît que préserver la dignité humaine est au sommet de ses principes,
il faut que les moyens de la préserver soient accessibles inconditionnellement. La dignité humaine est inconditionnelle, donc il ne peut être question d'une condition monétaire pour la garantir. Après cela, les quantités d'eau non indispensables doivent être payantes, les usages de loisirs par exemple, plus que d'autres. Or, le droit actuel interdit de passer à la gratuité des premiers mètres cubes. Cela entre en grave contradiction avec l'idée que l'accès à l'eau est un droit humain fondamental. La deuxième conséquence est que l'eau ne peut être qu'un service public. Il n'est pas du rôle des entreprises de veiller à garantir l'accès universel aux conditions des droits humains. Cela ressort de la puissance publique et elle ne peut déléguer sa tâche fondamentale ou risquer que celle-ci soit délaissée au profit d'autres principes comme la profitabilité d'un investissement. Or, dans les faits, les entreprises à qui le service a été délégué préfèrent toujours, en cas de facture impayée, couper l'eau en se mettant hors la loi que d'utiliser tout autre recours. La gratuité des litres indispensables à la vie diminuera les factures impayées et le service public introduira une tarification progressive afin d'avoir une gestion écologique et sociale de la ressource. Enfin, cette proposition de loi n'est pas la fin du droit à l'eau en France. Son adoption n'en sera que le début du prolongement. Pour garantir la disponibilité de l'eau, c'est-à-dire la quantité et la qualité de la ressource pour les usages vitaux, il faudra des mesures d'application pour prévenir la pollution ou la captation au profit d'usages privés. Il devra s'accompagner de mesures précises, financées par l'État, pour développer et entretenir les infrastructures de distribution ou de collecte, ainsi que les points d'eau gratuits, fontaines, toilettes, bains-douches. Vous l'aurez compris, l'enjeu d'aujourd'hui est d'inscrire ces engagements dans le droit français, au sommet de la hiérarchie des normes, en adoptant la présente proposition de loi constitutionnelle. Je souhaite, à tout le moins, que nous puissions en débattre utilement en commission, car je sais que la tentation sera grande d'écourter le débat en séance publique. Je vous remercie. Vous pouvez faire confiance à la commission des lois pour prendre le temps qu'il faut pour examiner votre texte. La parole est à Madame Catherine Kamowski pour La République En Marche. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce texte est composé d'un long exposé des motifs, pas moins de 7 pages et demie, extrêmement fourni, extrêmement bien documenté, qui viennent à l'appui d'un article unique de 8 lignes, puisque c'est la proposition d'un ajout d'un article 2-1 aux 10 articles qui composent la charte de l'environnement actuelle. Alors, cette généreuse présentation des motifs pourrait de premier abord être plutôt convaincante. Comment ne pas vouloir, en effet, que chacun dans ce pays ait accès à l'eau, si tant est qu'il ne l'est pas, bien évidemment. Vous nous citez d'ailleurs maintes organisations internationales, traités, protocoles, conventions, et même les constitutions d'autres pays, supposément bien plus éclairés que nous en la matière. Il est urgent, écrivez-vous, que la France rejoigne ce mouvement. Mais pourquoi une telle déclaration d'urgence sur le droit à l'eau? Votre texte précise, je cite votre texte à ce niveau-là, le droit à l'eau s'envisage au travers d'un accès sans entrave. Eh bien, notre droit, comme on le voit d'ailleurs très bien dans votre excellent rapport, extrêmement didactique et plein d'informations, eh bien, notre droit le prévoit déjà. Il s'agit de l'article L210-1 du Code de l'environnement, je cite, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. On reprend d'ailleurs dans certains traités quasiment les mêmes formulations. C'est aussi la loi Brottes, avec l'interdiction de couper la fourniture d'eau en cas d'impayé. Donc cette interdiction existe. Qu'elle puisse ne pas être bien respectée par certains prestataires indélicats, je ne le conteste pas. Mais le droit de s'opposer à cela, le droit d'avoir réparation de ce genre de geste existe donc aussi. De la même façon, le droit de disposer d'un logement décent, comprenons, doté d'un accès à l'eau potable et aussi à l'énergie. Visiblement, l'eau vous intéresse plus que l'énergie dans le cas d'un certain nombre de nécessités de première urgence. D'ailleurs, ce droit à un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle, reconnu par le Conseil constitutionnel par sa décision du 19 janvier 1995. Deuxième point, et je cite toujours, le droit à l'eau peut également signifier en second lieu la nécessité de garantir l'accès à une ressource disponible tant quantitativement que qualitativement. Ceci, bien sûr, nous rappelle que le droit à l'eau
qu'il est convenu d'encadrer les usages, y compris industriels et agricoles, que le droit à l'eau implique, qu'il est aussi nécessaire de garantir la protection des cycles naturels, et enfin, qu'il convient bien sûr d'intégrer l'interdiction ou la réparation de la pollution de l'eau. Toute chose éminemment importante, voire même vitale, eh bien, que notre droit prévoit et permet déjà tout cela à travers la Charte de l'environnement de 2005. Et enfin, dernière citation à ce titre, le droit à l'eau signifie un accès matériel effectif des populations à leurs ressources en eau potable. On évoque ici la question, certes importante, des points d'eau urbains accessibles et gratuits à toute personne ayant besoin d'eau, que ce soit le passant déshydraté ou sans domicile fixe, et des toilettes publiques, elles aussi indispensables à l'hygiène élémentaire. Ceci relève très clairement de la responsabilité et donc de la décision et de l'organisation des collectivités et non pas du constituant. Alors, en bref, je dirais que l'exposé des motifs de votre PPL recense en lui-même déjà toutes les dispositions du droit international et du droit français et qui répondent déjà à cette question de l'accès à l'eau. J'ajoute qu'il faut lire la Charte de l'environnement pour se rendre compte que cet ajout serait totalement décalé par rapport au texte de 2005. Ce texte reconnaît les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement en définissant pour la première fois 3 grands principes. Nous sommes sur le principe de prévention, le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur. On serait, par cet ajout, totalement redondant, tant sur le fond, la protection de l'environnement limitée au droit à l'eau, qui plus est, que sur la forme, puisque la Charte de l'environnement fait déjà partie du bloc de constitutionnalité. Je suis mal placée par rapport à vous pour vous parler. De toute évidence, ce n'est pas le bon véhicule législatif pour faire passer ce genre d'éléments. D'autant plus que ce raisonnement, qui paraissait entendable, relève aussi d'une certaine vision de la société pétrie, je dirais, d'idéologie étatisante. Donc, nous avons ici un texte qui est plus séducteur que convaincant, et la séduction n'a jamais fait une politique. S'il fallait d'ailleurs donner un dernier argument pour rejeter cette proposition, ce serait celui-ci. Le texte, je cite, dit que l'approvisionnement en eau potable et son assainissement sont assurés exclusivement par l'État ou les collectivités territoriales, directement et de façon non lucrative. C'est donc le règne unique de la régie directe ou du monopole d'État imposé à l'ensemble des élus locaux. Dans ce cas, nous piétinerions la libre administration des collectivités, ou alors nous obligerions l'État à financer, via quoi? Un impôt nouveau? Ou une répartition différente qui ne serait plus que l'eau paye l'eau, mais que tous les contribuables aient à émarger effectivement à l'eau et non pas seulement les usagers. Ceci reviendrait, encore une fois, à contourner l'article 72 de la Constitution qui garantit la libre administration des collectivités territoriales. Et je trouve qu'il serait, et nous trouvons, qu'il serait pour le moins saugrenu d'introduire, au travers de cette proposition de loi, une décision qui viendrait contredire ce principe de liberté sous le prétexte de garantir un droit par ailleurs déjà défini et défendu. Pour toutes ces raisons, je rappelle, un droit suffisant à ce jour, un véhicule législatif inapproprié et notre ferme volonté de maintenir la liberté des collectivités d'organiser ce service public essentiel, nous voterons contre ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Erwan Balanant pour le MoDem. Alors, ma collègue Kamowski vient de me couper le robinet en partie parce qu'elle vient de dire oui, elle vient de dire un certain nombre de choses que j'avais l'intention de dire. Effectivement, elle a rappelé un certain nombre de dispositions qui font que ce texte, sous effectivement une intention de très bonne qualité, et une intention que moi et que nous partageons tous, que chaque citoyen français puisse avoir accès à une eau de qualité et en quantité. Les deux étant, importants. Et élu breton, je sais que parfois la qualité a un coût. Et ce coût, il faut trouver un moyen de le répartir
et de la façon la plus juste possible, effectivement. Il y a aujourd'hui une différence un peu peut-être philosophique entre ce que vous proposez et la position que nous avons et que moi j'ai et que j'ai toujours défendue dans les différentes, que ce soit en tant qu'élu local et en tant que, comment dire, élu d'un syndicat d'eau, de distribution d'eau. Vous défendez la gratuité absolue. Or, la gratuité absolue, moi, me pose la gratuité absolue, même pour les premiers mètres cubes, pour préciser, effectivement, chers collègues Obono. Cette posture, ou ce choix philosophique pose pour moi un problème, et un problème, justement, à une réponse philosophique qui est la préservation de notre environnement et la préservation de ce qu'est l'eau. L'eau est une denrée extrêmement précieuse, et l'eau est une denrée précieuse, effectivement, dans les pays qui en manquent plus que nous, mais également chez nous. Et c'est quelque chose qu'il faut sans doute rappeler parfois. La molécule d'eau que nous avons ici a la même préciosité que la molécule d'eau qui peut manquer dans certains pays où il y a moins d'eau, et vous voyez de quel pays je peux parler. Donc nous, personnellement, le groupe Modem et moi-même pensons qu'il faut trouver des moyens pour que l'accès à l'eau soit le plus juste possible. Je vais juste rappeler quand même un chiffre. Aujourd'hui, le chiffre moyen du coût de l'eau en France, eau plus assainissement, il est exactement de 3,92 euros le mètre cube. 3,92 euros le mètre cube. À peu près, un foyer, c'est 10 mètres cubes. Enfin, je sais plus si, pardon, alors j'ai un doute si c'est un foyer ou une personne par an. Bon, voilà. Bon, vous voyez que le coût, ce coût-là sur la moyenne, sur la moyenne, et je sais aussi que ce n'est pas que c'est une moyenne. Et ça, c'est un vrai souci. Et ça, c'est quelque chose qu'il est intéressant que vous souleviez et que nous ayons un débat là-dessus. C'est qu'il y a des endroits où l'eau est encore très peu chère et à certains endroits où l'eau est plus chère. Donc, il faut trouver effectivement un moyen de lisser ça. Mais, comme l'a dit ma collègue Kamowski, c'est important que ce soit une compétence des collectivités. Pourquoi c'est important que ce soit une compétence des collectivités? Et ça fait écho au texte que nous venons d'étudier ce matin. C'est que chaque territoire a des spécificités et à certains endroits, l'eau est très peu chère pour différentes raisons hydrographiques, géographiques, et à d'autres, elle est chère parce qu'elle demande un traitement important. Donc, ce chiffre-là, il ne faut pas l'oublier, 3,92. Même en le mettant sans tarification sociale, vous voyez que pour une personne, l'eau par an, ça serait un coût moyen d'environ, on va arrondir, 50 euros, puisqu'il y a effectivement les abonnements en plus. Là, c'est hors abonnement, effectivement. Donc, nous pensons, moi je pense, et c'est quelque chose que je pense qu'il faut que les collectivités développent, mais c'est leur libre administration, c'est un tarif, non pas dégressif, mais un tarif, je ne sais pas comment on dit, dégressif à l'envers, c'est-à-dire que les premiers mètres cubes progressifs, voilà, c'est le bon mot, excusez-moi, un tarif progressif. Parfois, il ne faut pas aller chercher très loin, le mot est là. Les premiers mètres cubes, effectivement, avec une quasi-gratuité, pourquoi pas, et plus on consomme et plus on paye cher l'eau. Moi, c'est quelque chose qui me semble être une bonne solution, puisque ça responsabilise le citoyen à un point qui est important, primordial à mon sens, l'eau est précieuse partout. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Raphaël Schellenberger. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je constate que finalement l'eau est une préoccupation majeure de notre commission en ce moment, puisque ça fait maintenant quelques textes qu'on étudie sur ce sujet-là. Ce sont parfois aussi des tribunes, c'est important, je suis d'accord, c'est important, c'est au cœur de la vie de nos territoires. Et finalement, c'est important et il faut faire attention à ne pas vouloir parler de tout et un peu de trop, au risque de tomber dans la caricature. Et je pense que cette proposition de loi, au moment où elle arrive, finalement, c'est aussi un petit peu ça, c'est une tentative de nous pousser à la caricature. On ne peut pas être pour ou contre l'accès à l'eau. On est tous pour un accès le plus simple et le plus qualitatif possible à une eau, parce qu'on est
tous attentifs à ce que nos concitoyens aient un cadre de vie qui leur soit évidemment respectueux de l'environnement, mais surtout respectueux de leur situation sanitaire et sociale. Et c'est ça qui est au cœur de la préoccupation de l'accès à l'eau, et nous l'avons tous, souvent dans nos fonctions antérieures ou aujourd'hui en tant que législateur, porté et défendu. Cette proposition de loi, au-delà de ce risque caricatural, pour moi, a trois biais qui étayent un petit peu cette logique caricaturale et qui font que nous ne la soutiendrons pas. Le premier, c'est déjà vous sortez un peu l'arme atomique, quoi. On fait une proposition de loi constitutionnelle. Bon, on est à la commission des lois. On est à la commission des lois et je crois que ça doit aussi vouloir dire quelque chose. Et on ne touche pas à la Constitution, même si peut-être que l'histoire récente ou les idées des uns et des autres actuelles peuvent prêter à la confusion sur le sujet-là, on ne touche pas à la Constitution à tout bout de champ. C'est un texte fondamental de l'équilibre des pouvoirs de notre République, des droits de protection des droits individuels, et on ne va pas rajouter le lundi l'eau, le mardi l'électricité, le mercredi Internet, etc. Il faut faire très attention quand on touche à la Constitution, encore plus que quand on touche à la loi ordinaire. Pour reprendre aussi un propos que vous avez dit, monsieur le rapporteur, dans votre propos introductif, vous prétendez qu'on va améliorer l'effectivité, l'efficience de l'accès à l'eau en touchant à la Constitution. Je ne pense justement pas. La Constitution, ce n'est pas un texte qui a pour vocation d'être opérationnel. C'est un texte qui encadre ceux qui seront les mesures destinées ensuite à être opérationnelles. Donc je pense qu'il y a une erreur sur le moyen que vous développez pour porter cette idée. Il y a une deuxième erreur que j'ai un nom en 14 lettres, alors vous m'excusez si j'arrive pas à prononcer le vôtre. Kamowski l'a bien... Oui, bon, j'accepte que le mien soit aussi écorché, donc il n'y a pas de problème. L'a souligné, finalement, c'est un droit que vous comptez réaffirmer, mais qui existe déjà. Je ne ferai pas la lecture des textes qui ont été cités par avant. Troisième élément, c'est que, au-delà de l'affirmation d'un accès à l'eau, vous entendez organiser dans la Constitution le moyen de cet accès. Et là, encore une fois, je veux vous rappeler qu'on est à la commission des lois et qu'on doit avoir une forme de rigueur dans notre travail de législateur, d'attention à la cohérence de la doctrine aussi en matière juridique, et puis dans le même texte, instaurer à la fois une obligation de moyens et une obligation de résultat, et en faire un droit constitutionnel, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, et ça semble tout à fait incohérent par rapport à l'organisation de la hiérarchie des normes dans un état de droit. Deuxième idée qui est derrière cette question de l'unicité du mode d'organisation, de la distribution de l'eau, c'est que finalement l'État central ou l'unicité du mode d'organisation des collectivités territoriales serait préférable à l'usager. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que dans ma communauté de communes, par exemple, nous avons au sein d'une même communauté de communes deux modes de gestion différents. Un en régie, l'autre en délégation de services publics. Et je vous assure que l'un complète l'autre. Il y a une chose par contre qu'il faut réaffirmer en la matière, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Là, je pense que c'est quelque chose sur quoi on peut se retrouver et que la délégation d'un service public à un partenaire privé sans qu'il n'y ait de contrôle par l'opérateur public, c'est là que les dérives arrivent. Ça a pu arriver, mais je crois qu'on a aussi, où certains territoires ont su apprendre de leur histoire et corriger le tir là où c'était nécessaire. Voilà. Quant à la question d'une tarification progressive, on peut introduire le débat, mais je crois que ce n'est pas le vecteur du texte. Voilà pour la position du groupe Les Républicains sur ce texte. Je vous remercie. La parole est à monsieur Stéphane Peu pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. D'emblée, pour dire que notre groupe votera cette proposition de loi avec au moins trois raisons. La première, c'est que notre pays
parfois en avance sur un certain nombre de sujets, et sur celui de l'eau, plutôt en retard, à la fois dans l'inscription de ce droit fondamental dans la Constitution, mais aussi du point de vue de sa gestion et des inégalités d'accès à l'eau. Je rappellerai un chiffre, mais il y a un rapport de 1 à 6 entre le coût de l'eau pour des ménages modestes et le coût de l'eau pour des ménages plus aisés, sachant par ailleurs qu'il y a beaucoup d'inégalités tarifaires aussi selon les territoires, ça a été dit par le rapporteur. Nous souhaitons rappeler que l'eau est un droit fondamental qui n'est pas encore consacré en droit interne, contrairement au droit international, et donc cette proposition de loi est de ce point de vue salutaire. Et puis, il y a un autre volet qui nous paraît important, enfin 2 autres volets qui nous paraissent importants dans cette proposition de loi, c'est celui d'aller progressivement, et en ce sens, la proposition de loi est raisonnable, elle ne propose pas une rupture radicale, mais elle propose que notre pays tende vers une gestion publique de l'eau et qu'on mette un terme progressivement aux gestions déléguées, dont je rappelle quand même qu'en dépit des contrôles des délégations publiques, d'abord c'est une grande source de profit pour un certain nombre de multinationales, et donc on peut considérer que sur un droit aussi fondamental et aussi vital que celui de l'eau, il n'y ait pas de rentabilité et de profitabilité de l'exploitation et de l'accès à l'eau pour nos concitoyens. C'est un bien de première nécessité, vital, je l'ai rappelé, au même titre que la santé publique, que l'éducation et quelques autres. Et donc, aller vers une gestion publique progressive nous semble une excellente chose. Et enfin, la 3e proposition qui rencontre et que nous souhaitons souligner, qui rencontre notre assentiment, c'est celui d'aller vers une tarification progressive qui va exactement à l'encontre de ce qui a été dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser par la gratuité, si tant est que la gratuité déresponsabilise, mais ça c'est un autre débat. Mais il ne s'agit pas de déresponsabiliser par la gratuité, bien au contraire. Il s'agit de considérer qu'il y a un certain nombre de mètres cubes d'eau par personne qui sont indispensables pour pouvoir vivre et sur le plan sanitaire. Et après, il peut y avoir des mètres cubes d'eau qui soient accessoires. Et qu'en fonction de ce qui est absolument indispensable et de ce qui est accessoire, on a des tarifs progressifs. Et vous verrez que la plupart des gens, des smicards de Saint-Denis, ils n'ont pas de piscine à remplir et ils seront très contents d'avoir un tarif progressif. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratenon. Merci, Madame la Présidente. En premier lieu, je voudrais saluer le travail de notre rapporteur Bastien Lachaud et avec l'aide des services de l'Assemblée. Et je vais être assez rapide puisque mon collègue du groupe GDR a très bien résumé l'esprit de ce texte et a très bien argumenté notre proposition. Maintenant, je voudrais dire aussi à mes collègues qui refusent ce texte qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir du cœur. Puisque aujourd'hui, et c'est vrai, je comprends les arguments que vous développez, mais il faut savoir que dans la société française, aujourd'hui, des centaines de milliers, voire des millions de personnes ont du mal à avoir accès à l'eau. C'est une réalité qu'on constate tous les jours. Et moi, élu des Outre-mer, et je remercie le rapporteur d'avoir insisté aussi sur la situation des Outre-mer, où près de 40 à 50% sur certains territoires de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est véritablement une réalité. Et ça, on ne peut pas le nier. On n'a pas le droit de nier, d'autant plus que ça crée beaucoup de souffrance dans les familles. Problème d'accès à l'eau ou pas du tout accès à l'eau, eh bien, c'est problème d'éducation, c'est problème de santé, c'est problème de cohésion dans les familles. Et notre texte consiste à inscrire dans la Constitution le droit à l'eau, c'est-à-dire l'eau, c'est la vie, on le dit souvent, donc il faut consolider ce droit à l'eau afin de protéger tous les citoyens de France et créer toutes les conditions pour que chaque citoyen vive dans la dignité. C'est pour cette raison que nous faisons cette proposition. C'est une proposition de cœur et il ne faut pas avoir peur d'avoir du cœur. La parole est à Madame Hélène Zannier.
Merci, Madame la Présidente. Alors, on a déjà eu l'occasion, tous les arguments juridiques ont déjà été bien étayés, entre autres la possibilité à la libre administration des communes qui peuvent, si elles le souhaitent, mettre en place une gratuité au début, pour les premiers mètres cubes, mais également aussi, et ça c'est un droit constant, le droit à l'eau, l'accès à l'eau est déjà garanti. Moi, je voulais vous faire part d'une petite incompréhension que j'ai. Parce que si j'ai bien compris, vous allez demander aux collectivités territoriales d'installer des fontaines, des douches, le tout avec une certaine gratuité, et tout ça en régie directe. Seulement là, j'avais relu, puisque on a eu ce débat ce matin, l'exposé des motifs que vous aviez mis dans l'amendement 33. Alors je me permets de citer. Donc les communes sont souvent les mieux à même de connaître les intérêts et les objectifs de leur territoire, notamment en ce qui concerne un service public aussi fondamental que celui de l'eau. Elles doivent pouvoir décider librement de transférer ou non cette compétence, d'organiser leur service public de l'eau comme elles l'entendent. Et vous précisiez que vous maintenez la position que vous aviez déjà eue le 4 octobre et le 10 octobre. Donc voilà, moi c'est simplement, j'ai peut-être très mal compris, mais je ne vois pas comment articuler ces deux positions qui me paraissent un peu différentes. Je vous remercie. Madame Obono. Merci, Madame la Présidente. Je voulais répondre à quelques points qui ont été soulevés par des différents collègues. D'abord par notre collègue des Républicains sur le fait de prendre au sérieux cette question et peut-être pour le rassurer sur notre intention qui n'est pas de caricaturer ou de rendre caricaturale telle ou telle position. La question du droit à l'eau est une question que nous portons, notre mouvement, depuis très longtemps, et y compris, peut-être pour vous le dire d'ores et déjà, il n'y a pas énormément de sujets que nous souhaitons constitutionnaliser, ça en fait partie. La question de la règle verte en fait partie, la question du droit de disposer de son corps et de l'avortement, donc il y en a 3-4, je vous renvoie au programme de la France Insoumise. Ce n'est pas énorme, mais si nous avons porté ces questions, c'est pas un nombre exponentiel, mais ils sont choisis très sérieusement parce que justement nous pensons que la Constitution, qui est la loi fondamentale, doit entériner ces points et dont la question du droit à l'eau, qui pour nous est un bien commun, et nous ne faisons pas de procès à qui que ce soit de considérer que ce n'est pas important. C'est aussi un élément fondamental de la question de la transition écologique. Et pour répondre à notre collègue Balanon, c'est justement, de notre point de vue, ça fait partie d'un ressort de transition écologique que d'avoir cette gestion, cette prise de conscience de l'importance de l'eau comme bien commun et la gestion qui va avec et qui du coup nécessite cette vision globale, cette planification que nous avons développée dans un certain nombre de propositions pour qu'il y ait non seulement égalité d'accès et de droits pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes, et pour qu'il y ait justement une régulation qui permet d'éviter les disparités et qui permet de rationaliser un certain nombre de procédures. Nous prenons cette question au sérieux et nous prenons au sérieux le travail de la commission des lois qui est aussi chargée des lois constitutionnelles, et c'est pour ça que nous pensons que ce débat est important et de le poser. Et la question de la Constitution, pourquoi ? Parce que ça a aussi une valeur performative, justement, et la Constitution donne des grandes lignes et des grands axes vers quoi nous voulons arriver. Donc ce n'est absolument pas une volonté simplement d'avoir des postures ou d'avoir une forme de supériorité, mais c'est parce que nous prenons au sérieux ce travail et le travail du Parlement et du type de profil général que nous voulons donner, de signal politique que nous voulons donner dans nos intentions politiques. Après, on pourrait parler de la Constitution actuelle et de ce qu'il faudrait faire pour une 6e République et de constituante. Ça, c'est encore autre chose. Mais en l'état actuel des institutions, nous prenons au sérieux ce travail. Juste un dernier point. Par rapport à la remarque de notre collègue de La République En Marche, je pense que le rapporteur répondra aux autres points.
comme je le disais, il y a plusieurs questions, la question de l'eau, mais aussi la question de l'énergie. Vous évoquez l'énergie. Non, nous ne sous-estimons pas ces questions. Nous la prenons tellement au sérieux que nous avons développé un livret et des argumentaires sur l'énergie comme un bien commun également, et que nous avons développé des propositions. Donc c'est vrai que là, c'est un point, mais qui s'articule dans une vision globale avec un certain nombre d'autres que vous aurez l'occasion d'entendre dans les prochains débats, n'en doutez pas, et où nous continuerons à développer ces questions. Je vous remercie. La parole est à monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Donc pour apporter quelques éclaircissements et réponses sur les différentes interventions, je vais peut-être commencer par répondre à Monsieur Schellenberger sur le choix de l'appareil législatif, parce que comme nous ne modifions pas la Constitution, je ne vois pas en quoi nous interférons sur la lisibilité de la Constitution. Nous modifions le bloc de constitutionnalité, et c'est aussi ce à quoi il sert. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, vu que c'est quand même votre famille politique qui a créé la Charte de l'environnement en 2005. Donc, vous l'avez vous-même modifié le bloc de constitutionnalité. Donc, nous avons bien évidemment besoin d'inscrire la question de ce droit à l'accès à l'eau dans la Constitution, comme l'a dit Madame Kamowski, pour ne pas nous heurter à l'article 72 et donc à la question de la libre administration des collectivités sur cette question. Et oui, en effet, la question du monopole public sur l'eau, qu'il soit géré par l'État ou qu'il soit géré par des régies locales, est clairement assumée. Je rappelle que la régie publique concerne plus de 24 000 communes dans le pays et donc largement majoritaire, et excepté dans les zones les plus rentables et les plus urbanisées, où là, ce sont les grands opérateurs qui ont le monopole. Donc si, pour répondre à monsieur Balanant sur la question du gaspillage, je tiens quand même à rappeler aujourd'hui que ce sont les entreprises les plus consommatrices d'eau qui payent le mètre cube d'eau le moins cher. Donc nous sommes à l'heure actuelle dans une législation qui organise le gaspillage parce que l'eau coûte très peu cher quand on en utilise beaucoup. La question de la gratuité sur une petite portion implique bien évidemment une tarification progressive pour les autres mètres cubes d'eau et qui compense largement le prix et ce qui répond largement à votre crainte. Et pourtant, la gratuité est un élément central dans l'accès à l'eau. Parce que vous avez évoqué le prix du mètre cube d'eau à 3 € et quelques prix moyens. Mais en effet, il faut rajouter le compteur. Et le compteur et le droit d'accès à l'eau est un coût fixe. Qui matraque donc et qui frappe principalement les petits consommateurs. Ce sont eux qui payent le mètre cube d'eau au prix moyen le plus cher parce qu'il faut intégrer le prix de la charge fixe. Donc la gratuité, ça répond à une urgence sociale sur les plus faibles d'entre nous et ceux qui consomment, on va le dire, le moins. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir à entendre. Et donc que, bien au contraire, la tarification progressive va être une incitation à un bon usage de l'eau et une lutte contre le mésusage, et ce qui devrait répondre à vos craintes. Pour revenir sur ce que nous disait Madame Kamowski en introduction, sur le fait que ce droit à l'eau existe déjà en France. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la loi Brottes n'était pas appliquée. Elle l'est de plus en plus parce que les associations qui se mobilisent sur le droit à l'eau les traînent en justice les grands opérateurs de manière régulière. Depuis la mise en place de la loi Brottes, ce sont plus de 2500 poursuites judiciaires qui ont été menées. Et cela n'inclut pas, bien évidemment, les personnes qui n'ont pas de domicile, les personnes qui sont dans des logements précaires, qui n'ont absolument aucun accès à l'eau. Hein, je ne connais pas son prénom, mais je vais aussi vous parler de la personne que j'ai vue ce matin. C'était voilà, dans le métro, en train de se laver les cheveux
sur les robinets qui permettent le nettoyage du métro. Je pense que si cette personne avait un accès à l'eau qui lui garantisse la dignité, elle ne se serait pas lavé les cheveux sur le quai du métro. Donc non, aujourd'hui, l'accès à l'eau n'est pas garanti dans notre pays. Et enfin, sur la question de la gratuité. Il nous a été dit plusieurs fois que les opérateurs, et notamment les régies, pouvaient mettre en place une gratuité sur les premiers mètres cubes d'eau. Je voudrais vous rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation qui a interdit la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait des communes qui, depuis 1930, pratiquaient une tarification sociale avec une gratuité sur les premiers mètres cubes d'eau. Et la Cour de cassation a jugé que cela n'était pas cohérent avec la loi qui prévoit que l'eau a un coût fixe. Et donc, à partir de cela, tous les contrats, y compris les contrats qui datent depuis 1930, ont dû être refaits. Et aujourd'hui, la gratuité n'est plus possible, est interdite par la jurisprudence française. Donc, inscrire la gratuité de l'eau, qui est la condition sine qua non de son droit à l'accès, est une nécessité absolue pour garantir ce droit fondamental. Merci. Je vous remercie. Donc, nous allons passer à l'examen du texte. Il y a un article unique et un amendement à cet article unique. Monsieur Schellenberger pour l'amendement numéro 2, mais je pense que ça reprend les éléments que vous avez développés pendant la discussion générale. Il est défendu. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous dire quelques mots ? Oui, merci Madame la Présidente. Donc vous proposez de supprimer l'article unique de cette proposition de loi, autrement dit de rejeter l'ensemble du texte. Vous faites valoir premièrement que la Constitution a une portée générale et que ce dispositif pourrait la dénaturer. C'est bien pour cela que nous avons choisi, comme je l'ai déjà dit, d'introduire le droit à l'eau dans la Charte de l'environnement, c'est-à-dire de l'adosser à la Constitution et non de l'y insérer. Donc je ne rappelle pas non plus que c'est votre famille politique qui a ajouté cette charte de l'environnement au bloc de constitutionnalité. Deuxièmement, vous affirmez que le droit à l'eau serait déjà protégé dans le cadre du droit au logement décent, tiré du principe de sauvegarde de la dignité humaine. Ce n'est pas exact. L'accès au logement décent est un simple objectif à valeur constitutionnelle. Il ne crée pas directement de droit subjectif pour les particuliers et suppose une intervention du législateur en vue de préciser les modalités de sa mise en œuvre, cette intervention devant elle-même tenir compte d'autres règles constitutionnelles. Et vous faites valoir, troisièmement, que vous estimez que ce droit à l'eau relèverait de la droit ordinaire, mais il serait alors impossible d'imposer la gratuité des premiers mètres cubes d'eau et la gestion publique de la distribution d'eau potable, sans se voir opposer tant l'article 14 de la Constitution ou la liberté contractuelle ou encore la libre administration des collectivités. C'est pourquoi j'ai mis un avis défavorable sur cet amendement. Merci. Je vous remercie. Donc, je vais mettre l'amendement numéro 2 aux voix, qui vient de recevoir un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Cet amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article unique. Qui est pour ? Qui est contre ? L'article unique n'est pas adopté. La commission ayant rejeté cet article unique de cette proposition de loi, le texte dans son ensemble est de ce fait rejeté. Il sera examiné le 1er février en séance.